Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, jouer en musclant sa culture G, c'est ce que vous propose Marie-Virginie Speller dans son dernier livre. Elle est l'invitée du Grand Oral, l'anti-sèche des Maguessel, ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Il s'agira des programmes d'histoire avec ce dossier d'histoire junior consacré à des événements extraordinaires qui se sont déroulés la veille ou le jour de Noël. L'heure de la récré, toujours avec Emma, toujours spécial Noël en ce mois de décembre. Ambiance dîner en famille aujourd'hui. Comment éviter les sujets qui fâchent, elle vous dira tout. Et puis enfin, le cours particulier de Marie-Olivier, direction aujourd'hui la Côte d'Ivoire et l'école du Petit Baobab. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Il est rusé, le livre de notre invité du jour, il est rusé. Il se présente comme un ouvrage de culture générale et de fait, si vous parcourez la table des matières, vous lirez qu'il est question de Molière, de Rodin, du calendrier grégorien ou encore de Beethoven. 50 chapitres, soit quasiment un par semaine, de quoi vous occuper pendant un an. C'est d'ailleurs le titre du livre que publient les éditions Ellipse, un an de culture générale en jeu. Et c'est avec ces jeux qu'intervient la ruse et l'ingéniosité du livre, car il s'agit de jeux qui font aussi travailler les capacités de raisonnement, de déduction, de logique. En fait, c'est un 2 en 1 extrêmement réussi dont Marie-Virginie Speller est l'autrice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le civil, enseignante de mathématiques et de statistiques, bilingue anglais-français à l'Université Paris-Dauphine, oui. PSL. D'où vous est venue l'idée d'écrire des bouquins, alors parce que là c'est le dernier paru, mais en fait vous en avez fait plein et vous êtes notamment la meilleure alliée des jeunes qui passent un certain nombre de tests comme le Taj-Maj et d'autres pour passer les concours, le GMAT, enfin voilà. L'idée c'est tout un parcours de vie, des rencontres de personnes sur son chemin qui vous ouvrent à différents univers et voilà. Et la culture générale, je trouve que c'est un lien entre les gens, c'est notre humanité et ça permet de s'évader du quotidien qui est parfois pas toujours gai. Et à travers la culture générale, vous apprenez plein d'anecdotes assez rigolotes et ça lie les gens entre eux, je trouve. Vous avez commencé toute jeune à vous intéresser à ça? Oui. Vers 17 ans, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai pris des cours, j'ai joué en amateur. Après, à côté, j'étais étudiante en prépa, en maths. Ouais. Voilà. En prépa en plus? Oui. Et comment vous dormiez de temps en temps ou... Pas beaucoup. Pas beaucoup, oui, c'est vrai. Après, j'ai fait mes études à Dauphine ouais. et voilà. Et à côté, je faisais du théâtre et je lisais beaucoup. Et donc c'est ça, ces rencontres qui à un moment donné vous amènent à la découverte de la culture générale. Alors la culture générale là dont on parle, c'est un petit peu la culture générale où on l'entend dans les concours post-bac, parce qu'il y a un petit côté test de QI aussi. C'est-à-dire que j'apprends des choses, oui, voilà, mais en faisant des jeux. C'est amusant, voilà. Ouais, voilà. Alors il y a à peu près toujours les mêmes jeux d'ailleurs, hein. On va les citer. Voilà. Vous commencez par une charade. Voilà, une charade pour découvrir par exemple l'identité de Molière. Après vous avez des nombres croisés pour découvrir des dates. Il y a des messages codés. Voilà, il y a des messages codés également. Et vous avez aussi des citations à compléter avec le mot qui vous paraît le plus logique. Voilà, quelques petits mots croisés aussi parfois. Oui, tout à fait. Il y a un mot croisé par semaine. Par chapitre, ouais, c'est par ça. thème. Et vous nous avez quand même laissé 2 semaines de vacances. Hein. Oui, voilà. Je note, ouais, c'est sympa. C'est vrai que c'est 5 dans ce pays, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, tout à fait. Donc, et tous les mois... Des anagrammes. Vous avez des anagrammes croisés. Donc, et des le saviez-vous également qui permettent de découvrir et de fixer aussi les connaissances. Comment vous avez choisi les thèmes? Ça fait un peu catalogue à l'après-vert quand on les dit, mais... c'est déjà, c'est tous les thèmes que j'aimais. Ouais. Et après, j'ai essayé de les varier. J'ai pas fait que de la littérature et que du théâtre. J'ai fait littérature, théâtre, art, après sport, maths, un petit peu de maths quand même malgré tout. Beaucoup trop de maths. Beaucoup trop. Non, je rigole. C'est très bien de faire des maths. C'est formidable les maths pour les gens qui comprennent. Vous avez pensé à un public en particulier? Je dirais que c'est pour de 7 à 77 ans. D'accord. Voilà. Après, ça peut aussi servir aux élèves qui sont en prépa HEC pour réviser la culture générale. Ça permet, ça remplace pas un manuel, mais ça peut vous permettre de retenir des choses, des détails précis en culture générale aussi. Et de les fixer. Voilà, tout à fait. Mais bon, Vous pensez qu'on mémorise mieux quand on passe par le jeu, quand on... Je pense, oui. Ouais. Mais après, c'est plus pour s'amuser quand même. C'est à la période de Noël, à côté de la cheminée, je pense qu'entre amis, en famille, ça peut être... voilà. Sinon, votre grande spécialité, c'est aussi les bouquins pour préparer des concours. Hein. Oui. Ouais. Voilà, donc en fait, ils sont basés sur toutes les questions que les élèves me posent en cours. En fait, à chaque fois qu'il y a un thème qui pose un problème, j'insiste beaucoup dessus. Et, Par exemple Par exemple, les équations, mettre les x d'un côté, les constantes de l'autre.
J'adore le regard inquiet avec lequel... Genre, ils vont rien comprendre. Est-ce que j'explique? Est-ce que j'explique vraiment ou est-ce que j'explique pas? Je me demande. Non, les mathématiques, à la base, c'était un jeu. Je crois que c'était pour divertir. Et après, c'est devenu une matière pour départager les candidats dans les concours, en fait. Ce qui n'est peut-être pas l'idée du siècle, au fond. Voilà. Non, je sais pas, parce que ça a transformé ça en matière... Voilà, tout à fait. Mais c'est un jeu, enfin, c'est... Je suis très mauvaise à ce jeu. C'est vrai? Ouais. On va vérifier. Mais j'étais pas bonne non plus quand j'étais jeune. Mais comment vous êtes devenue bonne alors? J'ai travaillé. Justement, j'ai acheté des ça, livres. le secret. Voilà, et je refais des exercices. C'est le truc qui m'a manqué. Le travail. Un an de culture générale en jeu. Le livre vient de sortir, c'est chez Ellipse. On vous retrouve, Marie-Virginie, si vous voulez bien, dans quelques secondes. Mais pour l'heure, l'anti-sèche de notre spécialiste de culture G, à nous, Emma G. Emma G. Oh. Ah, Emma Guessel, l'anti-sèche. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans l'Anti-Sèche, aujourd'hui, vous nous parlez des histoires les plus extraordinaires qui se sont déroulées la veille ou le jour de Noël. Et elles font la une du dernier numéro d'Histoire Junior. Eh oui, plein d'anecdotes croustillantes. Je vous conseille ce dernier numéro d'Histoire Junior, rien que pour briller à la table du réveillon si vous fêtez Noël. Et la première anecdote racontée, commençons par le commencement, c'est le 1er 25 décembre, celui de l'an 0, qui marque donc la naissance de Jésus-Christ et le début de l'ère chrétienne. En fait, c'était pas du tout le premier Noël, parce que les historiens ont démontré que Jésus n'était pas né en l'an 0. Ils s'accordent à dire que Jésus est en fait né 6 ou 7 ans avant l'an 0. Donc on compte mal depuis tout ce temps, Emmanuel, figurez-vous. Ah ouais, donc on est en 2015, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. D'accord. Voilà, ouais, je ne sais pas si c'est bien. Il n'y a pas le Covid, mais il y a les attentats. Ah non, on ne va pas refaire. 2022. Allez, on reste où on est. Et donc, on part de l'an 0, ça c'est le premier fait amusant. On va filer direct en 1800 avec une veille de Noël extrêmement agitée pour Napoléon Ier. Mais oui, souvenez-vous de ma chronique sur l'opéra. Souvenez-vous de ma chronique sur la... Mais oui, j'apprends tout par cœur. Mais si vous vous en souvenez, je suis sûre. Sur l'opéra Garnier, je vous ai raconté qu'une des raisons pour lesquelles cet opéra Garnier avait été créé, c'est parce que quelques années avant, Napoléon avait été victime d'un attentat en allant à l'opéra avec sa femme Joséphine. Il y échappe de justesse. Ceux qui ont organisé l'attentat, des royalistes, prévoyaient de faire exploser une charrette remplie de poudre à canon au passage de Napoléon. Mais heureusement pour lui, ce jour-là, son chauffeur avait un peu trop bu. Il avançait donc un petit peu trop vite, plus vite que prévu, et la charrette a explosé après le passage de Napoléon. L'épisode reste tout de même un drame. Il y a eu 22 morts et une centaine de blessés. Vous n'avez pas des anecdotes un petit peu plus douces, hein? Genre Si, 1818 au hasard. Mais bien sûr. Ah, vous allez chanter? Je savais que vous alliez me le demander. Elle chante merveilleusement. C'est pas de Non, mais je vous raconte l'histoire. Donc en fait, c'est effectivement en 1818 qu'est créé un des chants de Noël les plus connus. Ça se passe en Autriche, dans une toute petite église où un jeune prêtre officie depuis peu. Il s'appelle Joseph Mort, sauf que depuis son arrivée dans l'église, l'orgue ne fonctionne mal. En tout cas, il a pris l'humidité. Le prêtre demande alors à l'organiste de composer une mélodie qui pourrait se jouer facilement à la guitare. Les paroles, il les a déjà écrites et ça donne Douce nuit. Douce nuit, ta-da-da-dam, ta-da-dam, ta-da-dam. Et voilà, et on s'endort comme ça. Je parle super bien allemand, parce que Tadadam, j'ai tout compris. Tadadam. Ouais, je connais que Douce nuit. Stille Nacht. Voilà. Ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO, néanmoins. Elle existe toujours, cette église? Non, l'église n'existe plus, mais il y a une chapelle de la Douce Nuit maintenant à la place où des milliers de fidèles se réunissent pour chanter chaque année. Une autre douce nuit, cette fois au milieu de l'horreur, un peu connue d'ailleurs, je crois qu'on la raconte dans les livres d'histoire pendant la Première Guerre mondiale. Oui, on est le 24 décembre 1914, la guerre dure depuis moins de 6 mois. On est en pleine guerre de position, c'est la guerre des tranchées, il fait froid, l'hiver est difficile. Et près d'Ypres, en Belgique, pour Noël, des soldats allemands cessent le feu et décident d'allumer des bougies et de chanter justement cette chanson, Douce nuit. Ils sont vite rejoints par des soldats britanniques, français et belges. Il y a même un match de foot qui s'est joué entre les différents soldats qui ont donc oublié un peu la guerre, le temps d'une trêve de courte durée malheureusement, puisque le conflit dure encore 4 ans. Une petite dernière pour la route, un Noël que l'on n'a pas fêté sur Terre mais dans l'espace. Mais oui, les premiers hommes à avoir fêté Noël dans l'espace sont ceux qui ont embarqué à bord d'Apollo 8, la fusée américaine, partie le 21 décembre 1968. Ils sont les premiers à atteindre la Lune, à s'y mettre en orbite et à Ils se posent pas, ceux-là. Ils se posent pas, exactement. Ce sera en juillet 69. Voilà, exactement. J'écoute vos chroniques, vous l'aviez dit. Mais oui, mais bien sûr. Je prouve. Vous ne me faites pas d'interro, vous, tout à l'heure, sur le... Voilà, et donc ce sont les premiers à avoir pris en photo le lever
de terre depuis l'espace. Et puis quelques années plus tard, en 1979, c'est la fusée européenne Ariane qui décolle un 24 décembre. Et c'est aussi un succès. Voilà pour quelques petites anecdotes. Vous les retrouvez tous dans ce super magazine. Achetez-le, c'est génial. Histoire Junior qu'on aime beaucoup. Ce sont les éditions Faton qui font plein de super magazines pour les jeunes. Emma, merci. On se retrouve pour la récré. Pour la récré. Génial. Avec des sujets qu'il ne faut pas aborder, c'est ça cette fois. Ouais, on va éviter de spoiler. Marie-Virginie Speller, on parle culture générale. Grand oral. Emma? Oh, quoi? Charade. Mon premier est le symbole du gallium. Mon deuxième est tel que nul n'est censé l'ignorer. Mon tout est le nom d'un célèbre mathématicien. Alors, gallium, Galilée. Et non. Gallois. Gallois. La loi. Nul la loi. La loi. Et Ga pour le gallium. Ah bah ouais. Prénom, Évariste. Et voilà, moi c'est le genre de choses que j'ai appris dans un an de culture générale. Je me regarde avec des yeux, pourquoi il me fait ça? Ouais. Voilà. D'accord. Il y a des autres yeux qui sont pourquoi j'ai pas lu le texte avant l'émission. Totalement. Totalement. Et puis elle se dit après, et qu'est-ce qui m'a prévu? Il y en a une autre. Oui, c'est pas sympa. C'est dit Galilée était mathématicien aussi. Absolument. Bref, petit exemple, mais ça commence souvent par des charades. Il y a beaucoup de mathématiciens dans votre affaire. Ah oui. Évariste, c'est mon préféré. Parce qu'il est mort en duel. C'est un grand romantique pour sa bien-aimée. Bon, c'est triste, mais il a laissé pas mal de travaux, dont la théorie de Galois en mathématiques. Et son meilleur ami a fait en sorte que ce soit publié. Mais voilà. Boole, B2O-L-E. Oui. L'algèbre de Boole, c'est de la logique, en fait. C'est pour l'informatique. Donc vous avez des calculs. Alors vous dites, attendez, c'est pour l'informatique, mais il date de bien avant, Boole. Oui, mais c'est un peu les origines. C'est ça, voilà. De l'informatique. Donc vous calculez en base binaire ou en base... les vrais calculs que vous faites quand vous faites une addition, c'est en base décimale. C'est-à-dire sur 10. Voilà, donc il y a 10 chiffres. Yes. Après, vous avez... Et après, l'informatique, c'est 1, 0, 0, 0, 1, etc. C'est ce qu'on appelle le binaire. Voilà, exactement. Ouais. Donc, Et il nous a appris ça. Voilà. Dans ceux que vous aimez beaucoup aussi, enfin je dis que vous aimez parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez choisi par goût aussi tous les personnages, il y a Blaise Pascal, c'est un peu l'incarnation de tout ce que vous aimez parce qu'il fait plein de choses à la fois, c'est ça? Oui, tout à fait. Blaise Pascal, il a inventé les transports en commun citadins. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais avec les voitures hippomobiles, ça je ne savais pas du tout, c'est en travaillant un peu sur lui. Bon, il y a les pensées évidemment, et il y a aussi il y a le pari de Pascal. Vous aviez aussi... Sur l'existence de Dieu. Exactement. Vous avez aussi... les Pascal, c'est une unité de pression en physique. Et ça, vous adorez ça, vous? En fait, c'est des personnages complets. Oui, c'est ça. Comme Carmontel au théâtre, c'est un dramaturge, donc il a écrit des pièces basées sur des proverbes. Après, il donnait des cours de maths aux enfants de la noblesse au début de sa carrière. Et après, il a agencé le Parc Monceau. Ça, je ne savais pas du tout. Je le connaissais en tant que dramaturge, mais pas du tout en tant que prof de maths. Donc Et vous êtes un peu comme facile. Ça, vous aussi? Parce que vous enseignez les maths. Vous parlez 3 langues. Oui, faut pas... Comment faut pas? C'est sur votre CV, il y a marqué que vous enseignez même en anglais et tout. Oui, tout à fait. Ah bon, voilà, il faut pas. Faut pas. Moi, je ne pourrais pas faire ça, ni les maths, ni l'enseignement en anglais. J'aime bien. Et vous faites du théâtre? Oui. Ouais. Non, j'aime bien les choses un peu différentes. Et j'aime pas m'attarder à une seule matière. Je trouve qu'il y a des choses positives, mais tout est lié finalement. Vous voyez, Blaise Pascal, par exemple, il faisait plein de choses à la fois. Voilà, tout à fait. Ouais. Carmontel aussi. Mais Carmontel, quand j'ai vu qu'il avait agencé le Parc Monceau, c'est tout à fait étonnant. C'est étonnant. Ce parcours-là. Vous vous êtes formé, vous, à la conception de jeux, parce qu'il y a plein de jeux là de Culture G. Alors, un jour, par hasard, je voyais mon père faire des mots croisés. Ouais. Et moi, je sais pourquoi j'en créerais pas. Après, j'ai pas le niveau des grands verbicrucistes, mais ça m'a amusé d'agencer des lettres dans des grilles. Et puis après, de trouver des définitions. Et vous, quand vous en créez un, vous faites comment? Alors, je fais une grille. Parfois, d'abord, je choisis le nombre de cases. D'accord, 10, voilà. Et après, je mets les lettres et j'essaye de trouver des mots un peu jolis.
D'accord. Et vous racontez une histoire ou c'est des mots un peu de hasard? Alors là c'est par thème. Oui, là, il y a des thèmes. Voilà. C'est des petits mots croisés, là. Soit c'est par thème, donc il y a beaucoup de cases noires. En général, on essaie de limiter les cases noires. C'est ça. Bon, bref, là, comme c'était c'était par thème, c'était un peu plus difficile. Mais vous avez... quand vous mettez des mots ensemble, vous trouvez une certaine logique, effectivement. Et après, les faire découvrir avec des définitions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part d'imagination et de récit, au fond, dans tout ça. Par exemple, pour le chromosome, il y a les gènes sur les chromosomes. J'ai mis, par exemple, n'opportune pas, pourtant pas le chromosome. Vous voyez, c'est une gène. Il y a des jeux... Il y a des jeux de mots avec. Voilà. Un an de culture générale en jeu. Le livre vient de sortir, c'est chez Ellipse. On se retrouve, si vous voulez bien, après la récré? Oui, avec plaisir. On prend la récré. Emma, une heure de la récré spéciale Noël. Vous allez nous donner des astuces pour que le repas de Noël se déroule dans de bonnes conditions. Donc il y a des petits sujets à éviter. Ben oui, j'ai mené mon enquête, figurez-vous, sur mes réseaux sociaux. J'ai jamais eu autant de réponses. C'est dire à quel point c'est un sujet. Chaque année autour de moi, j'ai cet ami qui me dit « La bûche au marron, c'était bon, mais ensuite, papy s'est lâché, religion, politique, tout y est passé. » Tout le monde s'est engueulé. Bref, joyeux Noël. Alors, à votre avis, quel est donc le sujet qui est revenu le plus souvent quand j'ai fait le sondage? La politique? Ouais, la politique. Donc la politique, un grand classique. Oubliez. Parce qu'en plus, c'est le moment que choisit papy pour sortir un petit de toute façon, on peut plus rien dire. Et là, votre soirée. Mais qu'est-ce que vous avez contre papy? Votre grand-oncle. Ouais, bon, moi, j'imagine pourquoi pas une grande tante? En fait, quel sexisme. Attendez, j'arrive avec la voilà. Ensuite, il y a un sujet qui est beaucoup revenu, c'est l'éducation des enfants. Si votre tante Sylvie a décidé que sa petite de 4 ans ne devait pas manger de gluten parce que c'était pas bon déjà à son âge pour son microbiote, respirez un bon coup, elle n'a que 4 ans, vous lui ferez découvrir les joies des gâteaux plus tard. Donc on sourit, on détourne l'attention et si on allait jouer à ce super jeu que tu as reçu pour Noël? Ouais, donc on fait des cadeaux tôt quand même. Voilà, ça marche à tous les coups. Faut en revanche s'armer de patience car à partir du moment où vous avez dit oui pour jouer avec un enfant, préparez-vous à jouer avec lui jusqu'à Noël prochain. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, les éoliennes. Le végétarisme, ça marche bien. Le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, bien sûr. L'argent, le foie gras, c'est pas très éthique. L'héritage. Et sur un ton plus sérieux, cette fois, il y en a tellement des sujets qu'on aimerait éviter à Noël. Comment passer de belles fêtes quand on voit qu'il y a la guerre en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine d'ailleurs, au Yémen, en Éthiopie. Donc on se réjouit de pouvoir partager un repas en famille avec ses proches, en paix. Et bonne fête à tous. Mais comme vous êtes philosophe, j'aime bien cette fin de chronique. J'aime tout, j'ai aimé le début aussi, hein, mais c'est une belle morale de l'histoire. Merci beaucoup, Emma. Merci. On se retrouve dans quelques secondes. Oui. Hein, ne bougez pas. Quoi encore Grand oral. Emma, vous qui êtes musicienne, si je vous récite ces vers latins, qu'est-ce que cela vous évoque? Concentration. Ut queat... Je recommence. Ut queat laxis resonare fibris mira gestorum famulit vorum solve polluti labi reatum sancte Ioannes. C'est le début, non? Il y a un truc. Alors, le début, le milieu, la fin, hein, franchement. C'est pas... ça fait mi, face... oui. C'est ça? Ouais. J'ai bon. Elle est forte. Hein. Vous lui dites ce que c'est? Oui, c'est l'hymne à Saint-Jean. C'est d'où les... Ça a été des remontées avec Jean. Bah oui, évidemment. Oui, bien sûr, évidemment. C'est les premières lettres des vers de l'hymne à Saint-Jean qui ont formé les notes. Et on a remplacé le ut, enfin, c'est l'autre mot pour do. Et sinon, ça fait ré, mi, fa, sol, la, si. Oui, moi j'ai pas tout à fait si parce que c'est Sancte Ioannus, mais bon. J'ai tenté. Ouais. Et vous en avez d'autres comme ça parce que c'est dur quand même. J'en ai plein d'autres. Il y a de la littérature, de l'histoire, des sciences, des arts. Le menu est extrêmement riche dans ce 1 an de culture générale en jeu aux éditions Ellipse. Vous avez des chouchous dans toute l'histoire. On a cité déjà Blaise Pascal, Boulle et quelques autres. Flaubert. Flaubert, pourquoi? Flaubert, c'est pareil. Son père était chirurgien. Il était assez déprimé. Et pourtant, il a écrit, il a pas mal écrit. Il a inventé le bovarisme. Oui. Il a une œuvre extrêmement riche, quoi. Exactement. Ouais, et qui marque l'histoire de la littérature. Voilà, il a eu aussi une correspondance. Alors, je crois que je l'ai dit dans l'ouvrage avec Ernest Feydeau, le père de Feydeau, donc je ne connaissais pas.
En fait, vous apprenez plein de trucs quand vous faites ça. Mais ça dédramatise. Ouais, parce que moi, quand je vous lis, je me dis, elle sait tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Vous trouvez quelque chose et ça aboutit. Ça entraîne un autre. Idée. Exactement. Ouais, d'accord. C'est pareil, Zola, c'est fantastique. À chaque personnage de Zola, vous pouvez vous identifier. Enfin, chaque personne a un personnage qui lui correspond dans Zola. C'est lequel le vôtre? Moi, ce serait Pauline dans La joie de vivre. Ce que je n'ai pas en mémoire, j'avoue. C'est merveilleux. Qui est-elle, Pauline? Pauline, elle a du courage. Enfin, je l'admire beaucoup. J'aimerais bien être pareille. Mais allez-y, dites, elle a du courage, elle est intelligente, voilà. Non, elle garde, malgré l'adversité, je pense qu'elle garde son authenticité et sa sincérité tout au long de l'ouvrage. Donc, voilà. Et à chaque fois, il y a une ligne que vous pouvez retenir. Il y a des citations, par exemple, dans le Docteur Pascal, il y a « Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance, la certitude seule fait la vie calme ». Et je trouve que c'est vrai. Et c'est des choses qui paraissent évidentes, mais quand on vous les dit, ça permet de fixer les idées. Et de respirer un bon coup. Et alors, quand vous dites un an de culture G, parce qu'il y en a 50, on comprend, il y a 52 semaines, donc on peut en faire un par jour. Mais on a le droit d'être... Ce qui n'est pas beaucoup. Mais on peut aller plus vite quand même. Ou alors vous recommandez finalement de prendre ce temps-là. Et votre espoir, c'est quoi? C'est qu'au fond, après avoir lu et fait le petit test sur Vivaldi, j'écoute les 4 saisons, voilà, ou Flaubert, j'ai envie de lire le bouquin, c'est ça? Oui, ou même avec une soirée entre amis, on peut choisir un thème. Vous n'êtes pas obligé de le lire du début à la fin. On peut piocher, ça, tout à fait. Au milieu, et c'est pour vous amuser vraiment, c'est un peu comme le Trivial Pursuit, je dirais. C'est vraiment pour s'amuser. C'est pas quelque chose je pense pas que ce soit très scolaire. Non, ça je vous le confirme. Emma Test, mon premier... Oh, ouais, ça va. Mon premier est I2. Ouais. Ouais. Ça vous fait que ça? Je sais pas, j'attends le deuxième. Mon deuxième est Le Docteur de Jules Romain. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Ça vous dit rien? Non. Knock. Mon troisième passe trop vite. Oui. Mon quatrième est Sifflé. Non, mais c'est... Voilà. Et le temps, il y en a qui jouent, il y en a dans mon oreillette qui jouent. Hein. Non, mais et mon cinquième est un article. Mon tout est le titre français d'un tableau d'Edward Hopper peint en 1942. Nighthawks en anglais. Oui. Vous savez, ce coin de rue. J'adore ce tableau. Il est merveilleux. Voilà, il est beau. Les Noctambules. Noctambules. Ah oui, ce qui est I2 est lait. Ouais, lait. Le docteur, alors vous trichez un peu parce qu'il faut vraiment le prononcer à l'anglaise. Noc. Docteur Ah oui, les noctambules. D'accord, les noctambules. Mon troisième passe trop vite, c'est le temps. Mon quatrième est Sifflé. C'est bu. Ah oui. Non, mais il y a de l'humour. Il y a des jeux de mots, il y a tout ça. Ouais, moi, je suis nulle dans les charades. C'est vrai? Ah ouais, je suis Vous savez quoi? Merci beaucoup. C'est un petit cadeau de Noël. C'est très gentil. Et puis comme ça, dans les dîners en famille, le sujet qui fâche. Tout à fait. Génial. Vous sortez et vous les faites jouer. C'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi pendant les fêtes. Exactement. Oui, justement, parce que vous revoyez votre famille, vos amis. Et vos étudiants, vous leur faites des blagues aussi quand vous... Parfois, quand il y a une... Ah oui, elle va dire oui. Avec les étudiants, par exemple, le 14 mars, c'est la journée du Pi. Parce qu'en format anglo-saxon, c'est 3-14. D'accord. Les mathématiciens font une fête, ils font une tarte avec un Pi dessus. Ok, voilà. C'est de l'humour de matheux. Exactement. Génial. C'est ça. Un an de culture G, vous restez avec nous. On va accueillir Marie-Olivier pour le cours particulier. Merci beaucoup. Merci Emma. Je vous laisse vous plonger dans les charades et autres mots croisés. Cours particulier, Marie-Olivier. Cours particulier avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, on explore des dispositifs pédagogiques dans le monde entier. Vous nous emmenez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'école du Petit Baobab. Exactement, aujourd'hui je vous emmène à Abidjan et puis plus particulièrement au nord-est de la ville, dans le quartier d'Angré-Château, qui est au nord-est du coup d'Abidjan, et où se trouve cette école du Petit Baobab. Qui a de nombreuses particularités. Exactement, d'abord il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, dans les écoles publiques, il y a environ 100 à 120 enfants par classe de niveau, alors qu'au Petit Baobab, par exemple, ils sont 40 en maternelle et 30 en primaire, avec environ 2 classes par niveau. Donc c'est vraiment, ils axent vraiment sur une éducation de qualité, et les frais de scolarité ne sont pas pour autant plus chers comme dans des grandes écoles privées qu'il peut y avoir dans la capitale. Donc une école plus inclusive qu'exclusive, mais comment tout ça fonctionne? C'est vraiment inclusif, et ils incluent en particularité des enfants en situation de handicap dans toutes les classes, ce qui est assez extraordinaire dans le pays puisque le handicap est parfois encore vu comme une malédiction. Peu d'associations soutiennent ces enfants handicapés,
et leurs familles. Et donc, en fait, vous allez écouter Victoria qui raconte comment ces enfants en situation de handicap sont inclus au Petit Baobab. On l'écoute. Alors, la particularité de l'école du Petit Baobab, c'est que c'est une école inclusive. C'est la seule du quartier parce que l'accueil des jeunes en situation de handicap n'est pas encore très répandu en Côte d'Ivoire. Donc on a une quarantaine d'enfants en situation de handicap à l'école qui sont répartis dans les différentes classes et ils ont des ateliers pour eux sur la gestion des émotions, sur la motricité fine, le langage avec des pictogrammes. Et c'est vraiment une chance pour ces enfants-là de pouvoir être scolarisés. C'est une chance pour leur famille, mais c'est également une chance pour tous les autres enfants de l'école qui côtoient le handicap dès le plus jeune âge. Et on voit vraiment des belles relations d'amitié qui se créent, des enfants qui prennent soin, qui apprennent à connaître les besoins des jeunes en situation de handicap et c'est très très beau à voir. Formidable, Victoria, directrice pédagogique du Petit Baobab. Ils sont combien alors ces enfants en situation de handicap? Ils sont une quarantaine environ, donc répartis dans toutes les classes avec un système qui est vraiment mis en place pour eux, des auxiliaires de vie, etc., qui les suivent au quotidien. Mais ce qui fait aussi que c'est une école inclusive, c'est qu'ils mettent en place des activités et des initiatives au service de tous. Par exemple, dans chaque classe, il y a une petite boîte, ça s'appelle la caisse de solidarité, et elle a été instaurée donc, en fait, dans toutes les classes pour que chaque mois, et en fait, il y a une semaine de la solidarité qui est mise en place où les enfants peuvent apporter, alors ils font comme ils veulent, c'est s'ils ont envie, un don de 1000 francs CFA, c'est environ 1,50 €, et ils décident ensuite tous ensemble de l'allocation de ce don. Donc par exemple, ils vont décider tous ensemble de payer la scolarité d'un enfant dans le besoin ou qui n'a pas les moyens, de payer ses fournitures scolaires ou des lunettes qui coûtent assez cher. Donc c'est vraiment pour les apprendre à orienter leurs dons et à faire un peu sans leurs parents aussi. Avec, vous m'expliquez un truc original au moment de Noël, c'est ça que oui, exactement, les dons se font en nature, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, en ce moment, par exemple, dans les caisses de solidarité au Petit Baobab, il n'y a pas d'argent. C'est vraiment rempli de nourriture, de jeux, etc. Et en fait, c'est bien. Ces jeux sont ensuite redistribués aux enfants du quartier les plus pauvres. Un aspect qu'on retrouve régulièrement dans des dispositifs pédagogiques dont vous nous parlez sur le continent africain, il y a des initiations à l'entrepreneuriat qui sont aussi mises en place dès les petites classes. Exactement. C'est un cours j'essaye de suivre quand même. Oui, c'est bien. C'est un cours qui s'appelle Activité entrepreneuriale. Et au cours de l'année, en fait, ils identifient d'abord les enfants, leurs talents, puis un problème, mais aussi une solution. Et pour rester sur la thématique de l'inclusion, par exemple, une classe va créer cette année un banc des amis. Donc le banc des amis, c'est quoi? C'est un banc en fait qu'ils vont d'ailleurs fabriquer de toutes pièces avec leurs outils, etc., qu'ils vont placer dans la cour et où les enfants qui se sentent seuls, donc là aussi on est encore sur une thématique de l'inclusion, c'est pas forcément que les enfants qui sont en situation de handicap, qui se sentent seuls à la récré, soient rejoints par d'autres enfants qui viennent les chercher pour jouer. En fait, ça ressemble pas mal à Design for Change dont vous nous aviez déjà parlé, qui forment des petits entrepreneurs sociaux. Exactement. Au Petit Baobab, ils font la fête aussi. Oui, ils font la fête. Est-ce que vous vous souvenez de la date de la journée mondiale des enseignants? Bien sûr, 5 octobre. Bien joué, exactement, on en avait parlé. Bah oui. Bien, à cette occasion, les enseignants ont expliqué en fait leur rôle, le but de leur activité aux enfants. Et en fait, les élèves les ont remerciés en leur offrant des dessins ou des mots. Donc c'est vraiment une belle manière de valoriser les enseignants et ça pourrait être fait dans beaucoup d'écoles, je pense. Dans la série des journées mondiales, il y a aussi la journée mondiale de l'enfance le 20 novembre. Et là, ils ont aussi fait un truc assez rigolo. Oui, alors c'est assez sympa. Certains enfants ont fait un vie ma vie avec leur enseignant ou la directrice ou l'équipe pédagogique. Donc en fait, ils se sont vraiment mis à la place, mais avec l'uniforme, le t-shirt de la directrice, etc., pour éprouver vraiment ce qu'ils vivent au quotidien. Autre activité aussi lors de cette journée, chaque classe a fait un dessin sur un droit de l'enfant ou ce que représentait le bien-être pour eux, pour un enfant. Donc par exemple, le droit à la santé, à l'inclusion, à l'éducation, etc. Et un dessin a été élu par classe et chaque classe a fait des affiches ensuite pour mettre en avant un droit de l'enfant et le présenter le jour de la journée mondiale de l'enfance devant tout le monde dans la classe. Et je vous laisse d'ailleurs sur quelques images de cette journée bien festive au Petit Baobab. Merci beaucoup Marie, c'est chouette ces fêtes, c'est chouette ce très très beau dispositif. On se retrouve bientôt pour un nouveau cours particulier. Marie-Virginie, merci beaucoup. Vous croyez que vous allez y échapper là? Mais en fait non. Pas du tout. Pas du tout. Par exemple, à quelle place Marie Curie est-elle reçue à l'agrégation de physique?
Je vous fais ça parce que vous nous faites plein de trucs sur les femmes et les sciences. Ouais, c'est dégueulasse cette question. Allez, j'ai regardé. Première. La réponse est... Oui, excellent. Je ne sais même plus en quelle année. Pourtant, c'est écrit, si vous avez envie de le savoir, en 1896. Marie-Virginie, merci beaucoup pour ce bouquin qui fait de nous des gens meilleurs. Au fond, la culture G, c'est ça, l'histoire. Ça relie les gens. Ouais. Et ça permet de s'amuser et d'apprendre en s'amusant. Allez. Que rêver de mieux. Merci beaucoup. Merci. Le bouquin est sorti chez Ellipse. Marie, merci également. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne, au maquillage. Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est assistée aujourd'hui en régie par Roxane Sarfati, Saïd Mamou au son, Elisa Bernardo à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.